Rendez-vous nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com. Le Réseau ZEC, 63 territoires publics partout au Québec. Chasse, pêche, plein air et camping pour ravir les grands et les petits. C'est le réseau de la liberté en nature avec des chalets, du prêt à camper, des yourtes et des embarcations. Imaginez-vous en train de planter votre tente où vous voulez sur le territoire. Dans le Réseau ZEC, c'est possible. Vivez l'expérience en famille, entre amis et avec votre animal de compagnie dans les ZEC du Québec. Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, toujours très heureux de vous retrouver à notre rendez-vous nature hebdomadaire, même si ça brosse beaucoup par les temps qui courent dans ce monde qu'on dit encore merveilleux de la chasse et de la pêche, mais parfois ça semble vouloir changer. Ici Ernie Wells qui vous parle, et oui, de gros dossiers comme les habitats fauniques versus l'exploitation forestière, avec le futur régime forestier, le financement des ZEC. Mais heureusement, il y a des secteurs où ça va bien, même très bien, comme du côté de la Société des établissements plein air du Québec, la CEPAC, qui fête ses 40 ans cette année. Et cette Société de la Couronne emmène large, comme on dit, heureusement. J'en parle avec le PDG de la CEPAC, Martin Soucy. La CEPAC, les gens ne le savent pas, mais ça aurait pu se fermer aussi. En 1995, ça a été un moment tournant où le gouvernement a fait confiance en disant, écoutez, on va vous confier les réserves phoniques puis rentabiliser cet élément-là, continuer à faire le bon travail de ça, pourquoi ça a été créé. Et les équipes de l'époque ont fait des miracles. Et en plus de ces dossiers concernant la chasse restrictive de l'orignal dans 3 ZEC de la zone 2 Bas-Saint-Laurent et la menace d'un nouveau régime forestier, voilà que le réseau des 63 ZEC est menacé de financement public. Et le réseau des ZEC se demande si Québec croit encore aux ZEC. Les inquiétudes viennent de partout. Les fédérations, on s'est mobilisés. Il y a des Nature Québec, il y a plein de monde. Là, on est en train de rassembler, on est en train de bâtir un navire. Il ne faut pas qu'ils prennent l'eau, comme on dit. On s'oppose dans le sens où il y a trop de zones grises là-dedans au niveau phonique, au niveau écosystème. On ne comprend pas où on s'en va. C'est pour ça qu'on lève un drapeau tout de suite. Et heureusement que notre collaborateur Stéphane Monette, heureux à la chasse du dindon, conserve aussi sa bonne humeur. Ici, dans Laurentides, on chasse beaucoup en forêt, donc il faut les localiser. On fait beaucoup de prospection la veille pour voir dans les arbres où est-ce qu'ils vont aller se coucher. La beauté de chasser dans les forêts, c'est aussitôt que tu cales, ils ne voient pas grand-chose. Fait qu'ils s'en viennent en courant. Fait que ça a été tout un beau show de voir arriver ces deux gaillards-là en pensant que j'étais une belle femelle bien prête pour eux autres, mais ça n'a pas été ça. Les fanfares des trompes de chasse de Relais Québec nous appellent aux nouvelles brèves de la semaine. Et avant de vous parler des 40 ans de la CEPAC que j'aurai en entrevue dans quelques minutes, je rappelle que le 23 avril dernier marquait le 51e anniversaire de l'achat de l'île d'Anticosti par le gouvernement du Québec qui en avait confié alors la gestion à la CEPAC, mais plusieurs années plus tard. Et la papetière Consolidated Batters avait acheté l'île en 1932, l'avait vendue in extremis au gouvernement du Québec le 23 avril 1914. L'exploitation de la forêt n'était pas devenue assez payante pour la console. Et c'est le péquiste René Lévesque qui a pris le pouvoir en 1996 et en 1982. Et là, il avait nommé Guy Chevrette, ministre du loisir, de la chasse et de la pêche, et il lui avait confié Anticosti, qui entre 1974 et 1982, était sur pause parce que Québec venait d'abolir en 1978 quelques 1200 clubs privés de chasse et de pêche. Mais il y a un fait historique dans tout ça, c'est que dans la nuit, dans une certaine nuit d'avril de 1974, l'ancien premier ministre Robert Bourassa, qui était lui à l'extérieur du Québec, renversait le désir du gouvernement fédéral de Pierre-Éliott Trudeau d'en faire un grand parc comme le souhaitait Jean Chrétien. Puis ça aurait changé complètement le destin de l'île. Puis tout ça s'est fait par téléphone. Le premier ministre Trudeau avait dit à Jean Chrétien de prévenir Robert Bourassa qu'Ottawa allait acheter Anticosti
pour 25 millions de dollars parce que l'île était au Québec, puis il fallait donc maintenir de bonnes relations et avertir Robert Bourassa que ça allait se faire. Mais en raccrochant le téléphone, Robert Bourassa a manœuvré toute une nuit pour accoter l'offre d'Ottawa et au petit matin, Québec annonçait avoir racheté l'île d'Anticosti et tout ça au nez de Jean Chrétien qui voulait en faire, lui, un grand parc comme Forillon. Alors, pour les intéressés, on retrouve d'ailleurs un ouvrage intitulé « La nuit où Québec a empêché Ottawa d'acheter l'île d'Anticosti » et là-dedans, il y a de nouvelles informations qui témoignent du bras de fer entre Chrétien et Bourassa en 1974 avec Pierre-Éliott Trudeau et Paul Desmarais, alors propriétaire de la console, comme principaux acteurs de cette histoire. Et la chasse du dindon sauvage est en cours depuis le 25 avril jusqu'au 6 mai dans les zones 2, 12, 13 et 15 et dans les zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26 et 27 jusqu'au 19 mai. On me dit que les conditions de chasse ne sont pas idéales. Elles ne l'étaient pas du moins à l'ouverture. Puis les quelques journées qui ont suivi, il a même neigé en Estrie dimanche dernier, parce que moi je connais quelqu'un qui est allé à Richmond et il y avait 3 pouces de neige au petit matin de dimanche dernier. Alors donc, ce n'est pas des conditions idéales pour la chasse des grands oiseaux. On m'a fait découvrir sur Facebook le site de la photographe Françoise Brassard, qui serait de la région du Bas-Saint-Laurent. Et son art se révèle particulièrement en photos animalières de diverses espèces d'oiseaux et de cerfs prises dans le décor du magnifique Parc national du Bic, un parc qu'on dit dessiné par la mer. Les photos de Françoise Brassard invitent aussi à la découverte de différents secteurs du parc. Alors, allez voir ces photos. Écrivez simplement Françoise Brassard photo au pluriel sur votre moteur de recherche et je vous dis, c'est de très belles découvertes vous attendent puis de magnifiques photos. La pêche du bar rayé débutera bientôt le 15 mai et je m'attendais à ce que Pêche et Océan Canada autorise la pêche du bar sur les berges du fleuve cette année, à l'ouest de la ligne imaginaire, vous savez, entre Rimouski et Forestville. La pêche du bar rayé demeure permise à l'est de cette ligne imaginaire, jusque dans la baie des Chaleurs, mais non à l'ouest de Rimouski et de Forestville. Mais j'ai fouillé un peu, mais selon ce que j'ai appris, eh bien, Pêche et Océan Canada serait, me dit-on, en train d'élaborer le tout premier plan de gestion du bar rayé au Québec, et ça commencerait donc en 2026. Les pêcheurs de l'ouest de la ligne imaginaire Rimouski-Forestville, puis aussi dans la rivière Saguenay, devraient donc avoir accès au bar rayé l'an prochain. Et la saison de pêche de la mouchetée et de l'ours noir commence donc le 15 mai et le ministère responsable de la faune a repoussé au 15 mai l'ouverture de la pêche printanière de l'Omble de Fontaine dans les zones 1 et 2, qui est une période critique le printemps pour les truites mouchetées. Celles-ci sont plus vulnérables au sortir de leur léthargie hivernale parce qu'en hiver, les eaux sont très froides et à moins de 4 degrés, les truites fonctionnent au ralenti. Elles sont donc très peu actives et plus vulnérables et à partir d'une eau à 8 degrés, leur activité reprend et les mouchetées sont totalement actives dans une eau à 12 degrés environ. Alors dans les zones 1 et 2, la pêche prendra fin le 10 septembre inclusivement. Fini la confusion des dates d'ouverture et de fermeture qui causaient plusieurs problématiques et constats d'infraction. Les autres zones devraient suivre aussi. Ces nouvelles dates de pêche du 15 mai au 10 septembre sont essentiellement pour tous les lacs publics. Les plans d'eau des réserves fauniques, des ecs et des pourvoiries ne sont pas concernés par cette nouvelle réglementation. Je m'arrête ici pour une courte pause et au retour, je peux dire que le gouvernement du Québec a fait le meilleur coup de sa vie en 1984 en créant la Société des établissements plein air du Québec et je parle du 40e anniversaire de la CEPAQ avec celui qui a presque grandi avec cette grande société, le PDG Martin Soucy. Restez avec moi de retour dans quelques minutes. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Saviez-vous que les EC ont été créés en 1978 dans le cadre de l'opération Fonde du gouvernement provincial? Oui, un grand mouvement mis en place par le gouvernement de l'époque afin de redonner accès aux Québécois à 48 000 km² de territoire forestier. C'est grand 48 000 km². En fait, c'est plus grand que la Suisse. Alors ça vous laisse beaucoup d'espace pour vivre vos prochaines aventures. Mais comment de si vastes territoires sont-ils gérés pour assurer la mission des EC en matière d'accessibilité,
de gestion des ressources phoniques et d'autofinancement des territoires, le gouvernement provincial délègue la gestion de ces terres publiques à 63 organismes gestionnaires de ZEC, soit des OBNL, tout en imposant un cadre légal et des objectifs de gestion durable des ressources. Pour veiller au respect de cette mission, il faut s'appuyer sur un grand nombre de personnes. Le réseau des ZEC compte sur la participation active de ses membres, la précieuse aide de ses bénévoles, la collaboration des employés et des partenaires sur le terrain, ainsi que sur le savoir-faire des gestionnaires et du conseil d'administration de chacune des 63 ZEC de la province. Comme on dit, il y a du monde à la messe. Envie de vous impliquer dans la saine gestion des territoires phoniques? Contactez votre ZEC pour connaître toutes les possibilités d'engagement dans votre région. Le réseau ZEC, 63 ZEC, 12 régions. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez aux meilleurs territoires de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. N'attendez pas à la dernière minute. Préparez maintenant votre prochaine saison de pêche grâce aux experts de l'Atelier du Moucheur à Rimouski, Cannes, Moulinet, soie, leurre, mouches, accessoires, vêtements pour femmes et pour hommes. Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat. Reconnu partout au Québec depuis 35 ans, son expertise fait sa renommée jusqu'en Europe. Magasinez en ligne au www.atelierduMoucheur.com sur le boulevard Jessup à Rimouski. Rendez-vous nature. Une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour au Rendez-vous Nature, il y a 40 ans, le 20 mars 1985 exactement, Québec faisait son meilleur coup concernant la chasse, la pêche et le plein air. Il y a 40 ans, Québec créait la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC. La CEPAC, c'est devenu un nom courant, finalement, dans le vocabulaire des Québécois. Tout le monde connaît la CEPAC. Et c'est le ministre péquiste Guy Chevrette qui avait eu le mandat de son chef René Lévesque de piloter la création de la Société des établissements de plein air du Québec. Et la CEPAC, bien, ce sont 23 parcs nationaux, 13 réserves phoniques, 8 établissements touristiques et le grand fleuron d'entre tous, bien, CEPAC Anticosti, qui n'est plus juste est seulement protégé par Québec, mais depuis 2 ans aussi par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Et Anticosti, donc, est protégé à vie au patrimoine mondial de l'UNESCO. En tout, c'est 53 000 km² de territoire répartis dans 16 régions touristiques. Et si je parle du 40e de la CEPAC aujourd'hui, c'est que nous sommes justement au début de saison de l'ouverture de la réserve faunique Papineau-Labelle, donc le 9 mai, et aussi que d'autres réserves qui vont suivre par la suite avec des ouvertures différentes. Et au sommet de cette pyramide des activités touristiques et phoniques trône Martin Soucy, président et directeur général de la CEPAC. Martin Soucy, vous célébrez 40 ans de la CEPAC au mois de mars, donc actuellement et même toute l'année. Mais vous, comme PDG de la CEPAC, vous venez de célébrer votre premier anniversaire à la tête de la Société d'État de 3400 employés. De quoi être doublement fier et heureux de votre cheminement et celui de la CEPAC. Oui, effectivement. Puis, tu sais, je suis un peu plus humble que le fait de trôner au sommet de l'organisation. Aujourd'hui, quand je vous parle, j'ai tout à fait conscience que j'ai 3400 paires d'épaules que je représente. Hein. Les PDG, on s'exprime au nom de l'organisation, mais il faut savoir que je m'exprime au nom des gens qui tiennent cette organisation-là, qui donnent des services à clientèle exceptionnelle à tout près de 9,3 millions de jours visites. Donc, je suis vraiment content après 1 an. C'est un retour. On avait fait une entrevue ensemble, mais je suis fier d'être là pour les 40 ans d'une organisation, d'une grande histoire. En fait, une organisation, je la compare dans l'État, c'est une goutte d'eau, mais elle a l'impact d'un très grand lac dans la population et dans l'économie du Québec. Donc ça, pour nous, on est très fiers de ça. Mais si on fait un petit peu votre historique, c'est sans trop se tromper, on peut dire que vous avez grandi avec la CEPAC.
Oui, moi j'ai fait une partie de l'ensemble de l'histoire, comme plusieurs de mes collègues d'ailleurs. Moi j'ai eu la chance de vivre avec les bâtisseurs, même avant l'arrivée, parce que moi je suis arrivé par les parcs nationaux, mais quand les parcs étaient gérés en délégation, je connaissais la CEPAC, moi j'ai fait mes premières armes, puis ensuite en 99, moi je suis arrivé avec les parcs nationaux et l'ensemble de l'équipe. Puis dans le fond, j'ai eu la chance de travailler avec Yvan Bilodeau, Raymond Desjardins, Jean-Charles Morin, Pierre Pitt, Michel, qui était à Anticosti, et tout plein de gens comme ça qui ont bâti, puis un enfant de la CEPAC. Puis je vous dirais que ce qu'ils ont fait de plus important avec moi, ils m'ont transfusé du sang vert, l'ADN de la CEPAC. Oui. Puis tous les noms que vous venez de citer, ben je me dis que je les connais. Je connais tous les gens que vous avez mentionnés. Oui. Puis le Michel en question, ben, c'est Michel Fournier. Alors, oui, Michel Fournier, ben oui. Oui, qui a pris sa retraite il y a quelques années maintenant. Je pense que ça fait 2 ans déjà, là, au mois de novembre. Mais comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, la CEPAC a vu le jour le 20 mars 1985. Mais qu'est-ce qui avait motivé le gouvernement du Québec à fonder cette nouvelle Société de la Couronne il y a 40 ans passés? Ben, un des grands éléments, c'est qu'il y a des équipements publics, touristiques, qui étaient gérés à l'intérieur des ministères. Le ministère, ben, ça gère plus des programmes et un petit peu moins la dynamique entre des revenus commerciaux et en fait des dépenses pour arriver dans le fond. Ben, vous savez qu'on réinvestit nos profits à l'intérieur des établissements. Ouais. Et là, on a besoin d'un peu plus de l'agilité de l'entreprise, mais en restant à l'intérieur du périmètre de l'État. Puis un des gros morceaux de la création, c'était le transfert du Mont-Sainte-Anne. Et de plusieurs, il y avait des campings également. Il y a eu un petit peu plus tard la réserve faunique des Laurentides en termes d'opération qui est arrivée. Et les équipements touristiques. Et ça, ben, c'était vraiment pour avoir plus de flexibilité, d'avoir une société. Je dirais que dans l'histoire, l'autre élément important, parce que vous savez que le Mont-Sainte-Anne a été revendu, ça a été l'arrivée des réserves fauniques en 1995, parce que la CEPAC, les gens ne le savent pas, mais ça aurait pu se fermer aussi. Les bâtisseurs nous l'ont bien mentionné dans des entrevues récentes qu'on a fait avec eux. En 1995, ça a été un moment tournant où le gouvernement a fait confiance en disant, bien écoutez, on va vous confier les réserves fauniques, puis rentabiliser cet élément-là, continuer à faire le bon travail de ça, pourquoi ça a été créé. Et les équipes de l'époque ont fait des miracles, ce qui a permis, en 1999, d'accueillir le réseau des parcs québécois, qui est devenu par la suite Parc Québec, les parcs nationaux du Québec. Mm-hmm. Mais ça a été des moments clés, puis ça en est suivi ensuite du Chêné, à l'Aquarium. Et le départ, ben, je ne veux pas oublier non plus, parce que je sais que vous avez de l'intérêt là-dessus, mais Anticosti, qui était là aussi, la pourvoirie, c'est Parc Anticosti dès le départ. C'est rajouté le parc national, puis là, bon, c'est avec l'UNESCO. Donc, c'est une riche histoire, je dirais, d'intrapreneuriat, de partenariat avec le milieu régional également, de faire confiance à nos équipes parce qu'on a été capable de faire quelque chose de bien. Puis on est passé d'une philosophie un peu je ne veux pas dire de redressement, mais de connexion à la nature dans une perspective un peu plus entrepreneuriale vers aujourd'hui, ce vers quoi on s'en va, un engagement très concret envers la nature pour les prochaines années. Mais je pense que vous ne devez pas être gêné de parler de redressement. Moi, je me souviens justement, on va rappeler d'abord qu'en 1978, il y avait eu quand même l'année du grand déclubage, quand Québec avait annulé les baux de 1200 organisations de chasse et de pêche à travers la province. Donc, en 1994, un peu plus tard, donc, on arrive avec la fondation de la CEPAC, puis là, les réserves fauniques étaient jusque-là administrées là, par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, qui passait sous la gestion de la CEPAC. Mais si ça ne se passait pas sous la gouverne ou sous la jupe de la CEPAC, ben, les réserves fauniques auraient été tout simplement privatisées, comme on dit, pour en faire des pourvoiries, puis peut-être même des aigues, puis peut-être même un retour au club privé. Donc, la CEPAC, avec son mode de gestion, a changé tout ça, parce que moi, je me souviens que le mandat qui avait été donné aux gens qui étaient là dans le temps, je n'aimerais pas personne, mais ça m'a été raconté par eux. Puis moi, on me disait, ben là, on nous confie les réserves fauniques avec le mandat de les rentabiliser et de les développer. Et tout ça s'est fait en dedans de 3 ans, donc plus vite même que c'était prévu. Preuve que les gestionnaires de la CEPAC étaient franchement de fins gestionnaires. Ah, ben définitivement, des gens qui étaient dédiés, parce qu'il y a quelque chose qui nous unit tous. On a une grande passion de la nature, une grande passion du client.
puis aussi une passion de gérer les choses de manière efficace et efficiente pour le meilleur bénéfice du Québec, dans le fond. Donc, ces gens-là ont réussi. Moi, quand je le regarde aujourd'hui avec du recul, puis que là, j'ai apporté cet héritage-là vers les prochaines années, je suis très reconnaissant du travail qui s'est fait, puis je pense que le Québec peut être reconnaissant parce qu'aujourd'hui, on a un fleuron qui globalement contribue, vous savez, à 858 millions du PIB touristique. Quand on le regarde dans cette ampleur-là, la CEPAC est devenue la plus grande entreprise touristique du Québec et rend accessible dans plusieurs domaines. Vous savez que le plein air, à quel point aujourd'hui, c'est non seulement à la vogue, mais ça permet d'abord de rendre accessible des bonnes activités, les chasses, pêche, effectivement, les séjours en nature où il y a eu beaucoup d'innovation. Pensons à la randonnée pédestre, mais on est passé aussi dans un impact dans la société des activités de plein air, la chasse, la pêche, marcher, camper dans un établissement, ben ça fait du bien à la tête, au corps et au cœur. Et ça, on l'a vu beaucoup dans la pandémie notamment, parce que la CEPAC a passé cette étape-là. Et ça, c'est une différence qui s'est installée avec le temps grâce au travail. Puis vous racontez super bien l'histoire. C'est une grande histoire des choix de société qui ont été faits. Et les gens l'ont bien porté, effectivement, pour que ça puisse réussir, parce qu'autrement, on ne serait plus là aujourd'hui. Absolument. Puis ce qui a été fait aussi, parce qu'on parlait des réserves phoniques, c'est aussi tout le grand remue-ménage au niveau de l'hébergement, de l'offre d'hébergement, parce que je pense que c'est à peu près terminé. Il y a des chalets, les fameux chalets Horizon, tout le monde en parle. Puis là, je me disais, à un moment donné, je pense que là, au niveau de la gestion, c'est assuré, vous avez des gens en place partout et tout. L'offre d'hébergement a été rajeunie, a été modernisée, c'est plus du tout ce que c'était. Est-ce que, concernant les réserves phoniques, est-ce que vous avez des projets d'autres réserves éventuellement, ou si vous vous en tenez vraiment à celles que vous avez actuellement, là, aux 13 réserves phoniques? Ben, c'est une bonne question. Il faut rappeler que la CEPAC gère les équipements publics qui lui sont confiés par le gouvernement du Québec. Oui. Donc, il faudrait que le gouvernement décide d'en créer d'autres. Au même titre que vous voyez en ce moment dans le domaine des parcs nationaux, il y a eu des annonces de créer des parcs, notamment à Tadoussac, puis dans Charlevoix. Et là, ils vont nous être confiés une fois qu'ils seront créés. Mais dans le cas des réserves, on est vraiment dans un espace de consolidation, de continuer de développer la relève aussi pour les prochaines années dans les activités qui sont chères aux réserves, en fait, qui ont constitué leur ADN profond. Et je vous dirais que globalement, la CEPAC, notre grand enjeu dans les prochaines années, ben on a, savez-vous combien ça vaut, l'ensemble du patrimoine bâti qu'on a sous notre responsabilité? Je vais risquer 9 200 millions. Non, un petit peu moins que ça, 2,6 milliards. C'est quand même un milliard de dollars. Oui. Et là, ce qu'on veut travailler d'ici 2030, ben, c'est de s'assurer que ce parc d'actifs-là est en bon état pour l'avenir. Okay, et de pouvoir... ma préoccupation, moi, c'est de le laisser aux générations futures qui en bénéficient, comme vous dites, qui ont été rénovées, améliorées, tout ça, mais que les prochaines générations en bénéficient tout autant que celles qui sont là aujourd'hui. Et le focus de notre prochain plan stratégique est vraiment... Je vous dirais, sur cet élément-là, continuer à bien préserver les milieux naturels, puis d'être en mesure de léguer cet héritage-là, puis de continuer notre contribution à la société québécoise. Donc, c'est vraiment des années qui vont être dans un environnement d'affaires qui est beaucoup plus complexe aujourd'hui qu'à certaines époques, pour toutes sortes de raisons, parce que c'est l'environnement. Prenez juste l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis. Ça peut avoir un impact positif, négatif. Comment on va le faire? Là, en ce moment, ça nous donne vraiment un souffle dans les réservations, mais tout ça va évoluer dans les prochaines années. On devra avoir une organisation, des équipes qui sont hyper compétentes, mais qui vont devoir s'adapter au changement continu pour réussir à relever ce défi-là. C'est pas le travail qui manque, c'est le fun. Puis quand je vous parlais tout à l'heure de la valeur immobilière de la CEPAC, j'avais parlé de 9 milliards, mais je me suis trompé. Je voulais dire que c'était 9,4 millions de jours d'achalandage pour la CEPAC en 2023-2024. C'est beaucoup de monde, là. C'est ça, là. C'est beaucoup de monde, effectivement. C'est beaucoup de monde. Puis, sur les infrastructures, votre 9 milliards, il est peut-être bon si on considérait les milieux naturels, parce qu'on les a pas calculés. Peut-être. Donc, voilà. Combien ça vaut des milieux naturels au Québec? Il n'y a pas beaucoup d'économistes qui ont fait cet élément-là. Combien ça vaut une réserve phonique? C'est pas juste les routes, les bâtiments, il y a tout le milieu, la forêt, tout ça. Donc, peut-être que M. Rose n'était pas loin. Ben, je pense qu'une réserve phonique, ça n'a pas de prix.
C'est pour ça qu'on oui, là, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'acheter. On ne la vend jamais. Mais, vous avez raison. Mais je ne peux pas vous laisser, Martin Soucy, sans vous parler. J'ai parlé tout à l'heure de l'ouverture prochaine de certaines réserves. Il y a aussi une ombre qui plane sur-dessus de la CEPAC dans les relations de travail avec plein d'employés, quelques 2000 employés. Est-ce que ça risque de compromettre l'ouverture de la saison? Je sais que vous avez toujours des plans B pour rembourser des gens et tout, mais comment ça s'enligne, ces négociations-là, avec votre personnel syndical qui est en moyen de pression actuellement? Bien, ils sont pas encore en moyen de pression, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a le souhait de part et d'autre de pouvoir régler cette convention-là. C'est sûr que je ne commenterai pas les travaux de la table, qui est les gens à la table qui travaillent fort. C'est sûr. Mais on a bon espoir d'arriver à une entente gagnante-gagnante. Il y a toujours eu une bonne collaboration entre le syndicat et l'employeur. Les discussions sont positives. C'est une négociation, hein, on sait ce que ça comprend aussi. Mais je vous dirais que pour le moment, on a bon espoir d'être en mesure de régler tout ça. Puis les deux parties, on veut régler. Là. Donc, on va avancer au maximum. J'espère tout le monde, on va pouvoir donner des bonnes nouvelles d'ici les prochains jours, prochaines semaines. Puis quand je vous parlais de moyens de pression, je sais qu'ils ont déjà donné un avis de grève. Alors donc, on espère qu'on se rendra pas là. Alors donc, Martin Soucy, grand PDG de la CEPAC, je vous remercie. C'est le fun de voir tous les projets et au plaisir de vous parler. Bien, merci encore une fois de porter attention à la CEPAC puis au plaisir de vous reparler effectivement. Au revoir, merci. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Jusqu'en 1978, l'accès au territoire public pour la chasse et la pêche au Québec était réservé à des clubs privés, limitant ainsi l'égalité des chances pour tous les citoyens. En réponse, l'opération Gestion Faune a été lancée en 1977 avec pour mission de garantir une exploitation équitable et durable des ressources fauniques. Cette initiative visait à protéger la faune, à assurer l'accès à tous les Québécois et à encourager la participation des utilisateurs dans la gestion de ces ressources. En 1978, les ZEC ont vu le jour, avec une mission unique, gérer démocratiquement ces territoires publics par des associations sans but lucratif. Les bénéfices générés sont entièrement réinvestis dans la conservation et la valorisation des ressources fauniques au cœur de leur mission. Le réseau ZEC, c'est 48 000 km² de territoire forestier. À l'automne, c'est la chasse au petit gibier et au gros gibier, mais c'est aussi le petit manteau au bord du feu en fin de soirée. C'est aussi s'emmitoufler dans son sac de couchage après une longue journée à se promener dehors. C'est aussi la première gorgée de café le matin qui nous réchauffe l'intérieur alors qu'il ne fait que 2 degrés dehors. Mais comme on dit, et qu'on est bien dans le bois. Le réseau ZEC, 63 ZEC, 12 régions. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. N'attendez pas à la dernière minute. Préparez maintenant votre prochaine saison de pêche grâce aux experts de l'Atelier du Moucheur à Rimouski, Cannes, Moulinet, soie, leurre, mouches, accessoires, vêtements pour femmes et pour hommes. Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat. Reconnu partout au Québec depuis 35 ans, son expertise fait sa renommée jusqu'en Europe. Magasinez en ligne au www.atelierduMoucheur.com sur le boulevard Jessup à Rimouski. Rendez-vous nature. Une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec,
De retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, que s'est-il passé dans le dossier qui oppose les grandes fédérations de chasse et de pêche et les pourvoyeurs au nouveau régime forestier du ministère des Ressources naturelles et des Forêts? Le projet de loi 97 vise d'abord à accroître le volume des coupes forestières et à assurer des garanties d'approvisionnement pendant 10 ans aux industriels. Chasseurs, pêcheurs et adeptes du plein air seront exclus des zones des forêts publiques et leur accès en sera limité. On parle des zones d'aménagement forestier prioritaire, des zones de conservation et des zones à usage multiple. Des chasseurs pourront avoir accès en partie à ces zones entre les saisons des coupes de bois. Rien ne pourra nuire aux activités de l'industrie forestière, absolument rien. Aucune installation prévue pour la chasse ou la pêche, pourvoirie, chalet, zec ne pourra apparaître sur ces terres publiques. 2 jours après le dévoilement du nouveau régime forestier, un fonds commun s'est vite opposé à une réforme à sens unique qui favorise l'industrie forestière. Une réunion des fédérations a eu lieu en début de semaine et Guillaume Ouellette, le président des 63 zec du Québec, donc directement concerné par le futur régime forestier. Guillaume Ouellette, quelle est la suite de ce grand dossier qui concerne tout le monde de la forêt, tous les utilisateurs de faune et de plein air? Les inquiétudes viennent de partout. Les fédérations, on s'est mobilisées. Il y a des Nature Québec, il y a plein de monde. Là, on est en train de rassembler, on est en train de bâtir un navire. Il ne faut pas qu'ils prennent l'eau, comme on dit. On s'oppose dans le sens où il y a trop de zones grises là-dedans au niveau phonique, au niveau écosystème. On ne comprend pas où on s'en va. C'est pour ça qu'on lève un drapeau tout de suite, là, puis on veut vraiment avoir un navire solide qui va naviguer au travers ça. C'est un gros dossier-là. Quand on interdit l'accès aux chasseurs dans des zones où il va y avoir des activités forestières, il me semble qu'il n'y a pas rien à deviner de plus. Il y a des forêts, des parties de forêt qui vont carrément être interdites à la chasse. C'est sûr. Puis tu sais, ce qu'il faut en comprendre, puis moi, c'est mon opinion là-dessus, là, c'est que les forêts, c'est des forêts. Au Québec, c'est des forêts qui sont rendues habitées. C'est des forêts où il y a des pourvoiries, il y a des zecs, il y a toutes sortes de gens qui l'utilisent. Tu sais, on est dans un mode vraiment multi-usage. Je peux pas parler pour toutes les régions au Québec parce que je suis pas, tu sais, je représente les 63 zecs au niveau du dossier forêt, c'est clair. Mais chaque région du Québec, au niveau des forêts, comme si je peux citer là, au niveau du Bas-Saint-Laurent, on avait les tables-gires, on s'entendait assez bien avec les industriels à ce niveau-là. Mais là, le nouveau régime forestier en forêt prioritaire calqué, on pense tout sur la base des AIPL, qui est des aires de production intensive de matières ligneuses, dans des forêts habitées, dans des ZEC, des territoires structurés qui ont une belle structure, qui a toutes sortes de choses qui tournent autour de ça, que ce soit le camping, la végétature, la chasse, la pêche, la récolte forestière aussi. Là. On le dit toujours. Je suis pas contre la récolte forestière, je me répète, puis j'ai tout le temps dit la même chose. Mais là, on parle d'une forêt habitée qu'on veut un peu privatiser aux intérêts industriels. Ça fonctionne pas. Je veux dire, on sait très bien que les AIPL, les aires de production intensive à l'époque, c'est des aires où il y a beaucoup d'investissements qui ont été mis, tant au niveau de l'arrosage, tant au niveau de les plantations, dégagement des plantations, tout ça. C'est ça les jardins de production. Mais il y en a partout de ça. Là, il y en a ces ZEC. Oui, mais ce qui n'est pas comprenable non plus, c'est que le ministère des Ressources naturelles parle par les deux coins de la bouche. Parce qu'il a fait une étude en 2018, entre 2018 et 2023, qui reconnaissait que les activités de chasse et de pêche et des pourvoiries rapportent 1,6 milliard par année, des retombées économiques de 946 millions, dont 187 millions en revenus fiscaux pour Québec. Puis ça permet la création d'au moins 12 000 emplois. Puis là, une fois qu'on dit ça, le ministère des Ressources naturelles, toujours, il veut limiter l'accès, il veut réduire les zones d'activité de chasse, il veut pas non plus aucune construction en forêt. Puis ça nous ramène justement à un inconnu qu'on avait en début de saison, parce que le ministère des Ressources naturelles n'a pas tenu cette année de tirage au sort pour donner des lots en forêt, pour que le Québécois moyen puisse avoir son petit coin de paradis. Il n'y a pas eu de tirage au sort, puis habituellement, il y a 20 à 25 000 personnes par année qui participent à ces tirages, puis là, il n'y en a pas eu, puis on se demandait pourquoi.
Ben là, on voit maintenant, on a la réponse. Québec ne veut plus non plus avoir de nouvelles unités d'hébergement dans les forêts publiques. Ben, c'est sûr que si on rattache toutes les mailles de tout ça, il y a bien des dossiers qu'on trouvait qui tiraient en longueur ou qui étaient sans réponse ou avoir de mots. Avoir de commentaires, là, c'est ça que, tu sais, on est en train de se dire, Christy, lobbyiste est fort de ce côté-là. Si ce n'était que ça, mais du côté de la Fédération des gestionnaires de ZEC, dont ta propre organisation, là, vous semblez avoir, vous avez sonné l'alarme auprès de Québec pour un financement, parce que ça fait des années, depuis 2023 qu'il n'y a pas eu d'entente de financement avec la Fédération. Là, vous cognez à la porte du gouvernement pour avoir des fonds. Il n'y a rien assuré, parce que surtout de ce temps-ci, on a un gouvernement qui est déficitaire. C'est quoi vos espoirs d'avoir du financement du gouvernement? Ben écoute, René, je vais prendre l'expression, mets-toi dans mes culottes, je suis un élu à petite échelle, je suis un élu quand même de 63 ZEC qui représente le territoire québécois, OK? Oui. Bon, c'est aux ZEC dans le mandat de s'autofinancer, c'est clair, d'innover et tout ça. Ça, c'est une chose. Mais on avait eu une mesure jadis, en 2019 de mémoire, qui a permis de diversifier, tant au niveau chasse, pêche, villégiature, plein air, diversifier notre offre pour une nouvelle clientèle qui change, pour justement aller dans le sens où de nos ZEC s'autofinancent toutes seules. Là, avec tout ce qui se passe, qu'on voit au niveau des forêts, au niveau de la loi 97, au niveau des dossiers camping, au dossier de la faune, je pose la question, tu es en train de se remettre de côté? Ben, c'est ça quand même, vous vous demandez si Québec reconnaît encore les ZEC. C'est ça, tu sais, au niveau des ZEC, on est, Christy, je veux dire, c'est des joueurs. On est un modèle unique au monde, le territoire des ZEC. Oui, il faut s'autofinancer. Oui, c'est l'accès à la population. Il n'y a rien de parfait, mais on travaille fort d'une équipe jeune. Mais là, on s'en retrouve avec zéro financement, même au niveau de la fédération. Écoute, cette fédération-là, pour aider nos membres, représenter nos membres, il y a des employés à l'interne de ça, quelque part. Ça nous prend un peu d'aide à ce niveau-là. Oui, il y a des cotisations qui viennent des OGZ, mais comme tout le monde, c'est une roue qui tourne. Si on veut nous permettre de nous diversifier puis de prendre le grand virage, la nouvelle clientèle, tout ça, mais ça nous prend de l'aide, là. Oui, puis là, actuellement, de l'aide, vous en avez du côté politique avec le député de Matane, Matapédia, qui ne se gêne pas. Encore en début de semaine, il y avait une commission parlementaire sur le financement des territoires ou le financement de la faune, entre autres. Là. Puis il y avait même un débat qui était assez houleux, merci, semble-t-il, après la rencontre. Mais de ce que j'ai vu, moi, Pascal Bérubé posait quand même des questions que le ministre Charette avait de la misère à répondre, puis non seulement il avait de la misère à répondre, mais c'était avec des données qui datent d'il y a 2 ans, il n'a pas des données actuelles. Mais ce qu'on peut dire finalement, c'est que maintenant, vous avez une voix politique qui représente aussi les ZEC à l'Assemblée nationale. Ben moi, je tiens à dire, tu sais, si on va parler de la personne qui nous aide, qui est M. Bérubé, dans ce dossier-là, c'est un homme de région, c'est un homme qui connaît la chasse, la pêche, la villégiature, les sports, tout ce qui en a trait à la nature. C'est avec un grand respect et un grand merci de pour la cause, de nous supporter là-dedans puis de comprendre notre dossier. C'est une chose, nous supporter. Mais de comprendre le dossier, d'avoir les données précises là-dessus et de l'analyser, de se faire une tête sur un dossier quand il nous est bien présenté et expliqué, ça, c'est la base de tout, là. Mais c'est ça, tu as trop donné actuellement pour te retirer au moment où c'est le plus chaud, c'est le plus hot possible dans les dossiers qu'on a mentionnés. Et si on continue dans les métaphores, ben, tu pourrais ajouter celle-ci disant que tu n'as pas besoin d'être une poule pour pondre un œuf et vanter les qualités de l'omelette. Elle est excellente. Salut, merci beaucoup, puis on se reparle. Salut. On se reparle, bye.
Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. N'attendez pas à la dernière minute. Préparez maintenant votre prochaine saison de pêche grâce aux experts de l'Atelier du Moucheur à Rimouski, Cannes, Moulinet, soie, leurre, mouches, accessoires, vêtements pour femmes et pour hommes. Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat. Reconnu partout au Québec depuis 35 ans, son expertise fait sa renommée jusqu'en Europe. Magasinez en ligne au www.atelierduMoucheur.com sur le boulevard Jessup à Rimouski. Rendez-vous Nature. Une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour au Rendez-vous Nature, notre collaborateur Stéphane Monette de la ferme Monette, spécialisée dans la recherche et la fabrication de leurre et produits pour les grands gibiers, est avec nous pour sa première collaboration mensuelle du printemps. Et tous les matins, on entend Stéphane sur Facebook à son émission quotidienne On jase, chasse, pêche et plein air, et sur YouTube, Coach de chasse. Stéphane Monette, depuis le 25 avril, on est en pleine période de la chasse printanière du dindon sauvage. Et d'après mes informations, tu as fait une très belle chasse le jour même de l'ouverture. Ben oui, ça a bien été, c'était le fun, Ernie. J'ai été chanceux, puis ça a été sur deux techniques complètement différentes. Fait que la première, c'était sur l'appel. Il est venu directement sur l'appel. Puis, tu sais, je te cache rien quand je te dis ça, mais le secret de la chasse, c'est la prospection, connaître les allées et venues des gibiers, puis comment est-ce que c'est. Puis c'est un peu ce qu'on a fait avec le deuxième dindon. On le savait que entre 7h et 8h, il traversait dans des endroits bien spécifiques pour qu'on chassait. Okay. Fait qu'on est allé se cacher, puis ça a marché. Fait qu'il a passé, puis il a fait le saut quand il m'a vu, il s'attendait pas que je sois là. Oui, puis toi, est-ce que tu chasses en forêt ou tu préfères chasser au champ, dans une cache, une toile, quelque chose? Tu chasses comment? Ben ici, dans Laurentides, on chasse beaucoup en forêt, donc il faut les localiser. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de prospection la veille pour voir dans les arbres où est-ce qu'ils vont aller se coucher. Puis le matin, c'est le fun quand tu réussis à avoir quelques champs où est-ce qu'ils peuvent aller se pavaner. Mais normalement, dans Laurentides, c'est dans la forêt directe. Là. Fait que ceux qu'on a récoltés, ils étaient directement en forêt. Là. Fait que ça a été une chasse. Mais écoute, la beauté de chasser dans les forêts, c'est aussitôt que tu cales, ils ne voient pas grand-chose. Fait qu'ils s'en viennent en courant. Fait que ça a été tout un beau show de voir arriver ces deux gaillards-là en pensant que j'étais une belle femelle bien prête pour eux autres, mais ça n'a pas été ça. Oui, puis c'est ça. Puis, tu sais, on parle souvent, on dit le meilleur lac de pêche, finalement, c'est celui que tu connais le plus. Hein? C'est lui le meilleur. Exactement. Ça. Puis la chasse du dindon, c'est de la forêt que tu connais aussi. Puis toi, la tienne, tu as l'air à la connaître. Là. C'est le fun parce que on n'avait pas ça, nous autres, ces dindons-là, il y a une quinzaine d'années. C'est avec l'introduction qu'ils ont faite dans l'Outaouais. Puis là, je te dirais, depuis les 4-5 dernières années, à cause de la ferme, la nourriture qu'on a pour les chevreuils et tout l'équipe, on se ramasse avec un 60-80 dindons tout l'hiver qu'on laisse se nourrir directement d'un mangeoire à dindons. Pas à dindons, mais à chevreuil, excuse-moi. Ouais. Puis là, ce qui arrive, c'est que quand le mois d'avril arrive puis que la chasse à roue, ils sont spreadés, ils sont rendus loin. Ils reviennent pas d'un mangeoire, mais au moins ils sont dans les alentours. Fait que c'est ça qui nous permet d'avoir un bon bassin de dindons pour qu'on puisse s'amuser là, quand l'ouverture arrive. Oui, parce que Dame Nature est bonne pour toi, parce que je me souviens quand on s'est parlé un peu plus tôt, au début du printemps, tu avais des craintes, il y avait beaucoup de neige, puis tu n'étais pas sûr, mais finalement, les dindons ont survécu, là.
Les dindons ont survécu. Écoute, ça s'est fait en dedans de quelques jours où est-ce que ça pouvait devenir catastrophique, puis ça n'a pas été catastrophique. Puis les dindons, on en a trouvé quand même de morts. Là, on en a trouvé une dizaine qui étaient morts. Okay. Mais malgré tout, la neige est partie très vite. On a encore des nuits qui gèlent. Fait que là, juste hâte que Mère Nature, elle change le thermostat de bord pour qu'elle nous donne des nuits plus chaudes, là, que ça soit plus fun. Oui, ben, il reste encore du temps parce que tu vois, selon les zones 2, 12, 13 et 15, ça finit le 6 mai. Puis dans les zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, c'est le 19 mai. Puis justement, ça donne le temps aux gens là, qui veulent en savoir un peu plus de consulter ton site parce que tu viens de faire avec ton équipe un genre de document sur où tu partages tes conseils et tes trucs sur la chasse du dindon. Oui, bien, écoute, ce qu'on a fait, c'est que souvent, d'aller chercher un paquet d'informations, c'est un peu difficile, puis les gens ont un peu de la misère. Puis maintenant, ben, Internet nous permet d'essayer de chercher. Fait qu'avec mon équipe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramassé toutes les informations pertinentes sur le dindon, puis on a fait un document avec ça. Okay. Ce document-là, ça fait que ça leur donne toutes les informations. C'est pas sur la chasse. C'est vraiment sur les habitudes de connaître. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous aide à bien prospecter. Fait que c'est ça qu'il y a de le fun avec ce document-là. Oui, puis en même temps, ben, c'est toujours, tu sais, oui, on connaît un printemps qui est tardif. On parlait dans une récente entrevue de l'importance de faire ces salines au mois d'avril. Mais là, au mois de mai, c'est encore le temps, puis il n'y a pas de problème, là. Ah non, c'est le meilleur temps. Là. On est dans tous les sens d'aménagement. Le printemps, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Puis tu sais, c'est pour ça que c'est le fun, c'est que au printemps, jusqu'à temps que les lacs deviennent une bonne température et que la pêche soit excellente, ça nous donne le temps d'aménager en masse, de faire en masse de salines puis de partir ça. Fait que on est dans le meilleur du meilleur. Là. Quand le printemps arrive de même, là, my God, ça fait du bien. Puis on est capable de rentrer dans le bois et d'aller faire nos salines puis préparer nos territoires. Oui, puis toi, quand tu parles de salines, tu parles pas de grandes salines, tu parles surtout de micro-salines. Mais dans ton esprit, micro-salines, c'est à quelle dimension? Ben, écoute, je suis rendu vraiment fanatique des micros. C'est drôle de dire ça parce que ce soit des micro-salines ou des micro-zappas pour la chasse au chevreuil, je me suis aperçu que de faire des petits emplacements à plusieurs endroits en forêt, ça nous permettait, on ne sait pas pourquoi un nid c'est de même, mais le chevreuil puis l'orignal, à 100 verges d'une place à l'autre, ils vont plus aimer une certaine saline qu'un autre. Okay. Fait en faisant plusieurs petites, c'est pas dur de faire une microsaline. Là. Tu prends un bloc de sel de 20 kilos, tu mets ça sur... En fait, on a développé une technique spécifique que tu vas mettre ça sur un poteau d'un diamètre d'à peu près 6-8 pouces. Tu vas aller mettre ton bloc le plus haut possible, donc à peu près à 6-7 pieds dans les airs sur ton poteau. Puis juste sur le dessus du bloc, on a élaboré un produit qui est fait spécialement pour ça, pour donner vraiment tout ce qu'ils ont besoin avec ce genre de micro-appât-là. C'est complet. Ça s'appelle Vitalmix. Puis on va venir le mettre sur le bloc. Fait que quand que le Vitalmix fond puis qu'il va rentrer dans le bloc de sel de 20 kg, ça va rentrer dans le poteau. C'est ça qu'on appelle une micro-saline. Okay. Où est-ce que là, écoute, pour te donner une idée, moi j'ai un territoire de 8 km². Puis sur 8 km², on en a fait à peu près une cinquantaine. Puis sur 50, on en a 8 qui sont hyper actives. Donc là, ben, c'est celle-là qu'on se concentre dans le temps de la chasse, puis que là, on est capable de voir où est-ce que les orignaux aiment vraiment l'endroit. Puis là, ben, c'est à partir de là qu'on va chasser. Ce qu'on peut dire, c'est que, sans se tromper, c'est que tu occupes vraiment ton territoire. Là. Oui. Oui, puis pourquoi qu'on en a fait tant sur ce territoire-là? C'est que c'est un territoire où est-ce que les orignaux font seulement que passer. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a rien d'assez intéressant pour les orignaux restent là. Okay. Mais depuis, on est à notre 6e année d'avoir fait autant de microsalines. Ben là, on s'est ramassé qu'on avait 3-4 orignaux la première année. Puis l'année passée, à l'automne, on a répertorié au-delà de 35 orignaux différents qui venaient sur nos salines. Fait qu'imagine, ça nous donne une bonne perspective, puis surtout des bonnes chances de pouvoir faire des belles récoltes quand la chasse arrive. C'est presque un arche de Noé que tu as chez vous, là. Ça n'a pas de bon sens. mais dis-moi, on parlait du dindon, puis là, on parle des salines, puis des orignaux, on parle des chevreuils, mais il ne faut pas oublier que la chasse de l'ours s'en vient aussi, puis ça, il y a les bêtes à préparer, là, puis on se prépare comment là, pour cette chasse-là? Ben là, aussitôt, moi, j'ai déjà commencé parce que nous autres, quand la neige, quand on est capable de rouler sa croûte, on va commencer déjà à mettre nos barils en forêt, commencer à préparer nos sites d'ours. Puis après ça, ben tu sais, l'ours,
La beauté de la chasse à l'ours, c'est qu'aussitôt que vous êtes capable de mettre un peu de nourriture dans un baril, comme moi j'aime beaucoup, là, il y a des produits qu'on peut trouver en boutique, c'est la compagnie JMS Distribution qui fait ça, c'est des barres tendres. Okay. On met ça dans... C'est simple, ça sent pas mauvais. Fait qu'on est capable de remplir un baril avec ça. On va venir mettre de l'odeur de castor, on va venir mettre des odeurs attractives de longue et courte distance, comme un peu d'odeur de poisson ou un peu d'odeur des odeurs fruitées va les attirer. Puis là, on laisse aller le baril. Puis là, quand on va arriver début juin, on va s'apercevoir qu'ils ont commencé à rentrer, à virer le baril. On va les réactiver en mettant d'autres stocks dedans pour les nourrir. Puis ça nous permet de pouvoir faire une chasse intéressante au mois de juin. Puis ça nous amène jusque dans le temps du rut, parce que le temps du rut de l'ours, c'est vers la fin juin. Où est-ce que là, au-delà de l'appât, on va être capable d'utiliser des leurres sexuelles pour attirer les mâles. Puis, on va pouvoir s'amuser. C'est la prochaine, moi, là. Mes tags de dindons sont brûlés. Fait que mon prochain tag, ça va être pour l'ours. Ben, toi, l'ours, tu le chasses pour quoi? Pour le plaisir, pour la venaison, pour tout ça, quoi? Principalement la venaison, parce que j'adore la viande d'ours. Okay. Après ça, j'aime faire tu sais, on le sait que les ours, les 4 premières semaines de naissance des veaux chevreuils et des veaux orignales, ils font une forte prédation sur les veaux. Fait que, tu sais, si on réussit à enlever des ours, déjà là, on va être capable de sauver une couple de veaux orignales. Fait que c'est la deuxième raison. Puis naturellement, les peaux, souvent, je fais un échange avec un taxidermiste. Je vais aller porter ma peau. Il me donne quelques crédits pour pouvoir que si je veux me faire monter un panache de chevreuil ou un panache orignal, il va me le déduire. Fait que ça fait ça aussi, à part les fois que je me fais une doudoune, mettre mon skidoo l'hiver et un paquet d'affaires, là. Mais souvent, c'est ce que je vais faire. T'es actif, hein? T'arrêtes pas beaucoup. Ernie, on reste dans le bois, fait que c'est le fun. Ouais, mais là, justement, là, de tes giboyeuses forêts des Laurentides, tu t'intéresses quand même aussi à ce qui se passe dans zone 2 Bas-Saint-Laurent, où on assiste actuellement là, à une chicane, entre guillemets, là, entre les gestionnaires de Troisec, Owen-Chappet, puis Bas-Saint-Laurent et le ministère, pour la fameuse restriction de la femelle, au moins de freiner, de ne pas chasser l'orignal sans bois cette année. C'est pas réglé. Il y a eu une commission parlementaire hier, puis c'est devant Benoît Charette, puis ça n'a pas donné grand-chose, je l'ai écouté. Mais toi, tu vis ça de loin quand même, là. Mais de près aussi. Écoute, tu sais, ça m'intéresse beaucoup parce que ce qui se passe avec avec la gestion de l'orignal dans l'Est, vous êtes la pouponnière des orignaux, vous êtes le pouls de ce qui se passe au Québec. Oui. Puis quand j'ai écouté la commission, moi aussi, avec Charette, le ministre Charette, pour voir qu'est-ce qu'il en était, on s'aperçoit que le ministre, il n'est pas très à l'écoute de ce que la clientèle lui demande. Puis dans ce qu'il disait, c'est qu'il y avait beaucoup d'orignaux dans la 2, qu'on était au-delà de 11 orignales aux 10 km². Puis il disait que c'était beaucoup trop. Puis là, c'est là qu'on ne se rejoint pas avec les données du ministère et ce que le ministre pense. C'est que le ministre pense qu'à 11 orignales au kilomètre carré, c'est trop. Mais en fait, on parle de surpopulation quand on est en dessus de 15 orignales au 10 km². Fait que ça veut juste dire que la zone, elle est bonne, qu'il y a beaucoup d'orignaux quand même, qu'il y a assez d'orignaux pour faire des chasses intéressantes. Mais on n'a pas dépassé la surpopulation. Puis on sait que tout ce qu'il y a en entour de la 2, vous êtes la pouponnière, c'est vous autres qui donnez des orignaux aux autres zones. Oui. Fait que ça serait peut-être intéressant que le ministre écoute un peu les demandes. Il nous aurait fait plaisir en laissant passer la 2 cette année pour voir qu'est-ce qui arriverait l'année prochaine. Ça a l'air un nid, on paye pas assez cher de taxes. Fait que c'est eux autres qui décident. Ouais. Fait qu'il il a pas plié avec ce que les intervenants demandaient. OK, Stéphane Monette, consultant en matière de chasse au Québec, puis aussi à la pêche. J'ai vu que tu allais à la pêche aussi. Eh bien, je te dis merci pour ton entrevue de ce début du mois de mai, puis je te dis à une prochaine fois, puis pendant ce temps-là, va continuer ton champ de tir privé que tu fais sur tes terres, puis bon tir. Salut! On se pratique, Ernie, on a du fun. Merci, Ernie. Salut tout le monde. Bye-bye. Salut! Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca.
Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. N'attendez pas à la dernière minute. Préparez maintenant votre prochaine saison de pêche grâce aux experts de l'Atelier du Moucheur à Rimouski, Cannes, Moulinet, soie, leurre, mouches, accessoires, vêtements pour femmes et pour hommes. Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat. Reconnu partout au Québec depuis 35 ans, son expertise fait sa renommée jusqu'en Europe. Magasinez en ligne au www.atelierduMoucheur.com sur le boulevard Jessup à Rimouski. Rendez-vous nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Et voilà, c'est ainsi que j'ai vu et préparé pour vous cette première émission Rendez-vous Nature du mois de mai 2025. Et comme vous tous, j'espère que le printemps s'installera bientôt pour de bon. Les chasseurs de dindons me disaient qu'avoir fait demi-tour alors qu'il a neigé dans le secteur de Richmond, donc 3 pouces de neige dimanche dernier, c'est pas évident pour chasser le dindon. Mais enfin, ça se continue et je souhaite bonne chasse à tous ceux et celles qui seront à l'affût du dindon jusqu'au 6 mai selon certaines zones et 15 mai selon d'autres. Et il faudrait aussi aux chasseurs de grand gibier, aux amateurs, d'aller préparer vos salines. Là, le printemps vous donne un peu plus de temps parce qu'habituellement, c'est en avril qu'on doit préparer les salines. Et là, arrive le mois de mai, mais comme le printemps est tardif, ça vous donne du temps de préparer vos appâts pour la chasse de l'ours qui s'en vient rapidement. Et d'ici là, on peut entendre et réentendre cette émission sur rendez-vous-nature.ca, le journal lesoir.ca, Rimouski, sur Balado Québec et sur YouTube. Et nous lire aussi bientôt dans les éditions papier des journaux Le Soir au Bas-Saint-Laurent et à Gaspésie. Ici Ernie Wells, merci de votre présence. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.